La RDC, c'est 60% des réserves de cobalt, appelée aussi or bleu, l'une des matières stratégiques pour l'énergie verte et durable de demain. Alors pourquoi la RDC, pays le plus riche d'Afrique, est avant-dernier dans le classement mondial des pays les plus pauvres? Comment en est-on arrivé là? C'est l'enquête d'Éric Bruyland dans un livre intitulé Cobalt Blues aux éditions Racine. Bonsoir Éric Bruyland. Vous êtes né dans le pays du sous-sol le plus riche au monde, la ville minière de Kolwezi au sud de l'actuelle RDC. Vous y avez grandi, vous à qui on a jeté des pierres au cri de sale belge. Vous y avez ensuite dirigé une entreprise familiale avant de quitter le Katanga. Pas facile du coup d'écrire ce livre face à certains qui pourraient dire que vous avez participé à l'exploitation du Congo. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à le faire? Eh bien, bonsoir d'abord. Vous venez de le dire, quand on est né sur la Terre, un bout de terre qui semble être le plus riche au monde, et qu'on voit que la pauvreté est est partout, on se pose des questions, mais ce sont surtout mes amis congolais qui se posent les questions. Après 60 ans d'indépendance, comment est-ce possible, alors que Léopold II parlait déjà d'un scandale géologique, et que cette terre est pleine des richesses stratégiques que le monde entier a besoin pour la transition énergétique, mais comment se fait-il que on est dans un état où des milliers de jeunes gens sont en fait réduits à l'esclavage? Et ça pose une question phénoménale. Comment est-ce possible? Et du coup, de retour en Belgique en 1984, vous êtes devenu journaliste pour l'hebdomadaire économique flamand Trends et vous avez dénoncé ce pillage des ressources naturelles congolaises par les entreprises belges et étrangères en vous interrogeant sur ce paradoxe africain, comme vous dites dans le livre, comme beaucoup d'économistes d'ailleurs. Pourquoi un continent si riche reste si pauvre? La faute aux différentes privatisations, c'est ce que vous racontez. La faute aussi à la nocologie, noco qui veut dire oncle en lingala, expliquez-nous. Ben oui, dans mon livre, j'ai utilisé un concept que j'appelle la nocologie, donc basé sur le mot lingala, oncle, noncle, oncle, parce que c'est une tentative d'explication pour les relations qu'on appelait tantôt privilégiées, amicales, presque amoureuses, très passionnelles en tout cas, entre le Congo ou le Zaïre à l'époque et la Belgique. Mais voilà, tout cela peut basculer très vite. On appelle à l'aide aux NOCO, et puis le lendemain, on les accuse d'ingérence néocoloniale et de tous les maux. Et alors que dans des relations normales entre deux pays, il ne faut pas avoir des relations sentimentales, il faut avoir des relations de respect mutuel et d'essayer de faire fructuer les intérêts de chacun des partis. Et c'est cela que cette nocologie que j'essaye d'expliquer. Alors, comme Voilà. vous dites dans votre livre, vous dressez toute une chronologie allant du Congo sous le roi Léopold II, la colonisation belge, l'indépendance du Congo, le régime Mobutu jusqu'à nos jours. Il se trouve qu'en 1958, le PIB du Congo était le plus élevé de toute l'Afrique. Est-ce que ça veut dire que c'était mieux avant? Non, ça ne peut pas être mieux avant, parce qu'on ne peut pas dire que la colonisation est meilleure. La colonisation, ça fait partie de l'histoire et ça fait partie de l'humanité. Je vous rappelle que même les Africains se sont colonisés. Hein, le roi Msiri venait de Tanzanie. L'esclavagiste Tipo Type venait d'Oman. Donc voilà, donc non, c'était pas mieux avant, certainement pas. Mais la question est de savoir surtout pourquoi c'est pas mieux maintenant, 60 ans après l'indépendance. Et là, c'est à cette question que j'essaye de donner une réponse qui est bien entendu subjective, mais qui est quand même inspirée par mon expérience sur place et par mes contacts depuis toutes ces années et jusqu'à maintenant avec mes amis congolais avec qui j'ai grandi et vécu au Congo.
Alors il y a le cobalt, mais aussi le lithium, les terres rares, le coltan. Vous avez d'ailleurs écrit un article intitulé Du sang dans votre téléphone portable, avec des géants technologiques comme Tesla, Apple, Samsung, qui ont délibérément ignoré le travail des enfants et la corruption. Justement, on va voir un sujet que nos envoyés spéciaux, Ilham Taoufiki, Clément Aline et Robin Monjanel, ont réalisé en 2017. Ils ont suivi des mineurs artisanaux. Regardez. La mine de Karadjipopo, 7 km² louée par l'État à une coopérative de creuseurs artisanaux. Jospin est l'un d'entre eux. Il vient tous les matins ici dès les premières lueurs, 6 jours sur 7. Ça fait maintenant 8 ans qu'on fait le creusage. Uniquement dans cette carrière ici, c'est là où je travaille. La tenue est rudimentaire et pour seul outillage, une lampe frontale et une pelle. Il y a beaucoup de risques. Ce n'est pas construit avec le béton, c'est de la terre. Une longue descente, 20 mètres de profondeur. Pas de cordage, pas de ventilation, aucune structure pour soutenir la roche. Mais Jospin a 25 ans, 5 enfants et pas vraiment le choix. Si on avait des emplois ici un peu en RDC, on ne pourrait pas entrer ici. C'est par manque d'emploi, pour un peu se nourrir. 4 heures sous terre à racler la roche, à la recherche du précieux minerai indispensable à la fabrication des téléphones portables, le cobalt, amassé à main nue. Fanya Kazio. Il y en a combien, Jospin? 6. Ok. 7. Ok. 7. C'est une aînée, hein? 7 sacs qu'ils s'empresseront d'aller revendre à l'air libre. Dodo, le négociant, attend justement à l'entrée du site. Je vérifie ce qui se passe ici. Ce moment pour lui est crucial. L'estimation, au doigt mouillé, de la teneur en cobalt du fruit de son labeur. Vraiment, c'est catal. Non, ça peut faire même 5. Ça peut faire même 5 pour ça. 3 à 4%, c'est ça. Vous nous cassez beaucoup ici. Hein? Je ne suis pas content ici avec le teneur qu'on m'a donné ici le prix. Hein? Jospin n'a gagné que 4,50 $. Mais c'est comme ça. Leur coopérative a passé un marché avec une entreprise indienne, la Somica. En échange de forage et de menus travaux, les minerais du site doivent être vendus en exclusivité à la Somica. Et forcément à prix cassé. Nous sommes toujours obligés d'aller vendre. Malgré leur prix, on doit vendre comme ça. Là-bas, 3%, c'est 300 $. Mais ailleurs, c'est 350, 500. Depuis l'arrivée de la Somica, il y a près d'un mois, Jospin a perdu plus de 30% de ses revenus. Avec cette imposition de ne pas amener le marchandise en ville, on ne gagne rien. On gagne uniquement l'argent pour manger. C'est uniquement cet argent qu'on gagne. Et sur ces maigres salaires, tout le monde se sert. La coopérative, l'État congolais et même les policiers présents en permanence perçoivent leur petit obol. Bon, avec un petit document qu'ils établissent, on donne un petit rien, c'est 1000 francs par tonne. Amène bien la marchandise. Moi, je viendrai plus tard. Ce camion est censé porter ces minerais à la Somica, comme le prévoit l'accord. Et pourtant, nous le retrouvons ici, à Metalmine, une société chinoise. Ici, il y a un bon prix. Ils ont un bon prix. Mieux que la Somica? Ouais, Mieux que la Somica? Mieux que la Somica, oui. Combien mieux? Ici, il y a une différence à peu près de 100 à 150 $. Une belle marge qui n'ira bien entendu pas dans les poches des creuseurs de Karadjipopo. Quant à cette entreprise chinoise, elle ne nous dira rien sur ses bénéfices. Ce que l'on sait, c'est que le cours mondial du cobalt explose, plus de 50% en 6 mois, son plus haut niveau depuis 2010. Voilà, et depuis la réalisation de ce sujet, les cours de cobalt ont encore grimpé. En août, on était à 52 000 $ par tonne, avec des creuseurs qui sont aujourd'hui en proie toujours aux groupes armés. Signe aussi que les empires coloniaux ont laissé place à des nouvelles formes de pouvoir. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui mène la danse. Elle contrôle 3/4 des ressources. Et quelles conséquences, du coup, Monsieur Bruland, dans les rapports géopolitiques, géostratégiques également? Mais tout d'abord, c'est honteux de voir des jeunes gens
au XXIe siècle devoir survivre dans ces circonstances, alors que moi j'ai connu ces mines gigantesques, très performantes et très modernes, avec des équipements très modernes. Donc c'est vraiment, enfin c'est scandaleux, c'est révoltant. La Chine, oui, la Chine est venue, elle a remplacé les Occidentaux, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment une amélioration. D'ailleurs, on attend la semaine prochaine un rapport sur ce que la Sicomine, donc suite au soi-disant contrat du siècle, a apporté au Congo, mais apparemment jusqu'à maintenant, c'est pas grand-chose. On a plutôt, enfin, on ne peut pas dire que c'est une amélioration, c'est une évidence. Mais bien entendu, du point de vue géostratégique, les Occidentaux, dans les années 90 et 2000, ont roulé le tapis rouge aux Chinois. Et voilà, maintenant, nous sommes tous, l'Europe, les États-Unis, dépendants de la Chine pour faire notre transition, notre transition ambitieuse énergétique pour laquelle nous avons besoin de ces matériaux stratégiques qui viennent du Congo. Le Congo, vous le dites dans votre livre, n'est pas un pays trop grand, mais qui demande de la grandeur de ses dirigeants. C'est par cette phrase de Patrice Lumumba que commence la première partie de votre livre. Vous qui avez connu les années Mobutu, Kabila, quel espoir nourrissez-vous avec le gouvernement Tshisekedi ? Bien, la chose positive, c'est que le président Tshisekedi a dit pour la première fois que tous ces contrats léoniens doivent être changés, doivent être vus. Et effectivement, il s'ouvre maintenant une décennie, dans la décennie qui vient, une fenêtre d'opportunité que le Congo doit absolument s'atteler pour mettre de l'ordre dans tout cela, parce que le monde entier a besoin, comme je l'ai dit, on pense au Green Deal de l'Europe, des États-Unis, de ces matériaux stratégiques. Et si on ne change pas, si tout ça ne bénéficie pas à la population dans les 10 années qui viennent, eh bien le Congo restera les mains vides. Merci Eric Brulande, auteur de Cobalt Blues aux éditions Racine.